Harvard aux États-Unis et qui est un spécialiste des relations internationales. 50 ans après la capitulation de votre pays, Akira Irie, comment peut-on apprécier la politique japonaise? Je crois qu'il faut regarder l'histoire du Japon avant 1945 et après 1945 et 50 ans avant 1945. Le Japon avait tenté de conquérir l'Asie pour étendre son influence et son pouvoir dans le cadre de la sphère de coprospérité asiatique pour créer une sphère contrôlée, dominée par les Japonais. Après 1945, on peut dire que le Japon a pénétré les marchés asiatiques et est devenu dominant en Asie. Mais les moyens utilisés ont été différents. Avant 1945, les moyens étaient militaires. On voulait utiliser la force militaire et l'oppression de ces autres populations d'Asie. Mais depuis 1945, le Japon a renoncé à la force, mais le Japon s'intéresse toujours à la pénétration des marchés asiatiques. Mais la différence est qu'avant 1945, il y avait une inclinaison pan-asiatique. On voulait limiter les intérêts américains et européens de cette région. Et on a depuis traité avec les autres pays, Asie, aussi bien avec les États-Unis et Europe. Donc, il y a une différence entre le Japon d'avant et d'après 1945. Eh bien, on va voir d'abord ces actualités britanniques que nous commenterons, la reddition d'abord, et d'autres faits qui seront évoqués par les Anglais, puis par les Soviétiques. The world's newest spotlight focused on the United States battleship Missouri in Tokyo Bay. History is in the making at Yokosuka Naval Base as General MacArthur arrives to board a waiting destroyer, one of three which took surrender parties to the battleship in the harbor. Haggard from long imprisonment by the Japs, come General Wainwright and General Percival, British commander at Singapore. General Doolittle follows. He was first to bomb Tokyo. In the bay, the Missouri waits at anchor. First Allied representative to come aboard is Admiral Nimitz, America's naval chief. A few minutes later, a dark gray motorboat brought the Japanese envoys. Foreign Minister Mamoru Shigemitsu, head of the delegation, hobbles on a wooden leg, result of an Allied air attack on Shanghai. With him comes General Umezu, chief of the Jap General Staff. 9 a.m. Tokyo time, Sunday, September the 2nd, 1945. 6 years to the day since Britain went to war. The fight that began at Pearl Harbor ends a stone's throw from Tokyo. General MacArthur, as Supreme Allied Commander, directs the proceedings. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish of freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Japan is finished as a major world power. Shigemitsu, in top hat, yellow gloves, and morning coat, is first to swallow the bitter pill of unconditional surrender. It is a few minutes after 9 o'clock, and it's the end of Japan's long years of plunder, murder, and war. Shigemitsu's face is expressionless as he draws his signature.
Japan's second signer is the equally poker-faced Umezu. After the Japs have all signed, General MacArthur spoke again. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The time is 8 minutes past 9. Flanked by General Percival of Singapore and General Wainwright of Corregidor, MacArthur signs for the United Nations. À Kirairier, la présence des deux généraux, Wainwright et Percival, est un geste que MacArthur veut signifier. N'oublions pas que Wainwright est resté aux Philippines, alors que lui, MacArthur, filait en Australie, et c'est Wainwright qui a tout subi. Quant à Percival, on se rappelle les conditions humiliantes dans lesquelles il a dû capituler à Singapour, et le faire assister à cette cérémonie est évidemment une revanche et aussi un geste en faveur des Britanniques. To Wainwright goes the pen he used to write the first part of his name. The second pen he gives to General Percival. Stony-faced and silent, the Japs look on. On the grey-blue veranda deck of the Missouri, they're getting a much-needed lesson that war doesn't pay. Next to sign is the chief American representative, Admiral Nimitz. After him came the other Allied nations, among whom Admiral Fraser signed for Britain. Then there was China, who fought Japan for 8 years, and Russia, whose dramatic entry came the week before Japan surrendered. Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. These proceedings are closed. À Kirairier, quel commentaire vous inspire cette scène de reddition? Je pense que ce jour-là, le 2 septembre 1945, la guerre est arrivée à sa fin, et le fait que les représentants de tous les pays contre lesquels le Japon s'était battu, y compris l'Union soviétique, sont à bord pour recevoir les actes de reddition, est très important parce que le Japon, enfin, indique que toutes les guerres dans lesquelles il s'est lancé ont été des échecs et que le Japon accepte de se rendre. Il est important de noter aussi que le délégué japonais, le diplomate Shigemitsu, signe les documents au nom de l'empereur. C'est l'empereur, toujours, qui est l'autorité suprême dans ce domaine. C'est au nom de l'empereur que la guerre avait été déclarée en 1941, et maintenant c'est au nom de l'empereur, encore une fois, que le Japon se rend, et à partir de ce moment-là, l'empereur perdra cette autorité-là, mais je crois qu'il faut reconnaître, et c'est important, que l'empereur a mis fin à la guerre, et l'on va voir l'occupation du Japon sous MacArthur. Il y aura une nouvelle démocratie, une nouvelle constitution, un système beaucoup plus démocratique qu'avant 1945. Autrement dit, l'empereur a été l'agent de la guerre, de la paix et de la démocratisation. Battle of Britain pilots, the dwindled ranks of the famous few. Group Captain Bader, the legless ace of aces, introduces them to Air Chief Marshal Lord Dowding, former chief of Fighter Command. They gather in remembrance of that memorable Sunday in 1940 when they saved Britain, perhaps even the world. Group Captain Bader, 4 years a prisoner in Germany, and a dozen other veterans led 20 RAF squadrons over London in a great memorial fly-past. It coincided with the nation's Thanksgiving week. In this Battle of Britain's Squadron of Squadrons flew many famous names: Stanford Tuck, Crowley Milling, Carey, Viggers, Brothers, Losts. These, and alas, not many others. The Spitfires found it hard to keep out ahead of the Mustangs, Mosquitoes, and Typhoons, but they did it, as befits the plane that brought down 185 German machines in that one Sunday 5 years ago.
The same day, as an opening to their Thanksgiving week savings drive, Londoners saw some of the things that fell on that part of Britain which the wartime communiques so calmly called Southern England. Against a background of the weapons Germany planned for our defeat, the Prime Minister spoke at our Thanksgiving for victory. Fellow citizens of London, in the Thanksgiving weeks now beginning, we remember with gratitude the courage and devotion of all those who made victory possible. Great Britain was at war for nearly 6 years, and freedom survives today because we gave everything with the one aim of victory. I call upon you to continue your great savings effort and even to improve upon it. You've never failed in the past. I know you will not fail now. On the Sunday, a great Thanksgiving parade with aircraft workers and the services. But no one would grudge the fact that the RAF dominated the proceedings. As they marched to Westminster Abbey, there were among them the gallant young men whose skill and courage won the Battle of Britain. This was indeed their day. And while in the Abbey at the heart of the Empire, the nation paid them homage, the tiny St. George's Chapel at Biggin Hill Airfield remembered those who went out against the enemy and did not return. Not 5 years nor 50 will dim their glory. At the going down of the sun and in the morning, we shall remember them. The return of Britain's gateway to the east. Aboard HMS Sussex off the coast of Malaya comes General Mansard, commanding the 5th Division. He was the first of the British generals to arrive for the meeting to which Japan's envoys came to get their surrender orders. Rear Admiral Holland also represented Britain, and General Christensen's arrival completed the trio. Their job was to prepare the details of the full-scale capitulation scheduled to take place in Singapore. From Singapore, where they have ruled infamously for 3.5 years, come the Japanese representatives. Vice Admiral Fukutomi, Jap boss at the naval base, headed the delegation. With him came fire-eating General Itagaki, once called the Tiger of Malaya, and now anxious to get in a bit of saluting practice. In the Admiral's cabin, the full humiliation of defeat is experienced by men who once thought the war was won when they got a quick triumph at Singapore. Admiral Fukutomi laboriously sketched his signature to the documents handing Singapore back to British rule. Also signing on the dotted line was General Itagaki, who commanded the Emperor's armies in Malaya, Java, and Sumatra. Act 1 is over. The surrender of Singapore is signed and sealed. The Japanese leave to put themselves right with their ancestors before the final act of unconditional capitulation to Lord Louis Mountbatten. In addition to our naval, military and air forces, which we have present in Singapore today, a large fleet is anchored off Port Swettenham and Port Dickson, and a large force started disembarking from them at daylight on the 9th of September. When I visited the beaches yesterday, men were landing in an endless stream. As I speak, there are 100,000 men ashore.
This invasion would have taken place on the 9th of September, whether the Japanese had resisted or not. I wish to make this plain. The surrender today is no negotiated surrender. The Japanese are submitting to superior force, now massed here. For some months to come, only SEAC will be in a position to undertake such vital tasks as repatriating our prisoners of war and civilian internees, who number close on 200,000 and have the first claim on us. In the meantime, I know you will agree that our prisoners of war who've suffered for so long out here must have the first call on shipping space to take them home. But I shall do everything in my power to see that those of you who are due for release and repat get home as fast as shipping and the rate of replacement permit. All this will call for a great deal of planning, hard and practical work, initiative, and understanding. To stand no nonsense from these people. You will have my support in taking the firmest measures against any attempt at obstinacy, impotence, or non-cooperation. I have today received the surrender of the Supreme Commander of the Japanese forces that you have been fighting, and I have accepted the surrender on behalf of all of you. Field Marshal Count Terauchi, the Supreme Commander of the Japanese forces in this area, is at the present time an ill man, having had a stroke last April, and I therefore decided to accept his surrender through General Itagaki. But I have ordered the Field Marshal to report to me in person as soon as he is strong enough to travel, and you may all rest assured that I shall put up with no evasion or trickery on the part of any defeated Japanese, however important he may consider himself. I wish you all to know the gratitude and the pride that I feel towards every man and woman in this command today. You beat the Japanese soldier in battle, inflicting 6 times the number of deaths that he was able to inflict on you, and you chased him out of Burma. The defeat of Japan last month is the first in history. À Carrier, les Britanniques reviennent à Singapour, comme les Hollandais vont essayer de revenir à Sumatra et ailleurs. Mais on peut faire 2 remarques sur ce bilan de l'occupation japonaise dans ces régions. Il se trouve que c'est là où les Japonais ont été que la renaissance économique, depuis 30 ans, est la plus vive et qu'on a affaire à des pays qui ont rejoint l'Occident dans la course à la prospérité. Mais inversement, c'est dans ces pays aussi que le ressentiment contre les Japonais, pour ne pas dire la haine dans certains pays, est la plus vive. Comment vous expliquez ça? Je crois qu'il est vrai qu'il reste un sentiment de ressentiment à l'écart des Japonais, du fait de ce que les Japonais ont fait à Singapour et ailleurs, à l'égard des populations. Il y a eu beaucoup de brutalité, une forme de terrorisme, l'oppression même des populations. Dans le cas des Malais, des gens de Singapour, les Chinois aussi, et les gens se souviennent. Et le sentiment est que le Japon n'a pas suffisamment reconnu ses torts, ne s'est pas excusé suffisamment, on n'a pas compensé les dégâts ainsi produits, et que le Japon, en 1945, peu après la fin de la guerre, s'est rendu à nouveau à Singapour ou ailleurs pour rechercher des marchés, pour
améliorer ses échanges, faire des investissements. C'est une histoire à succès. Mais de ce fait, il reste des problèmes non résolus encore et on voudrait voir le Japon payer beaucoup plus pour les victimes de guerre et que le Japon reconnaisse ses responsabilités pendant la guerre, ce que les Japonais n'ont pas vraiment fait. Et il existe un ressentiment profond et je pense que cela sera le cas jusqu'à ce que le Japon ait accepté de reconnaître ses torts à Singapour et ailleurs. Eh bien, on va se tourner maintenant vers le nord, c'est-à-dire vers la Mandchourie et même vers le Japon du Nord, pour voir comment les soviétiques présentent ces événements et d'autres, puisque les activités soviétiques parlent de plusieurs problèmes simultanément. В Москву прибыли премьер-министр и члены правительства Румынии. На центральном аэродроме прибывающих встречали заместитель председателя Совета народных комиссаров и народные комиссары иностранных дел Союза СССР товарищ Молотов, заместители народного комиссара иностранных дел товарищи Вышинский и Деканозов. Румынский посол господин Йордан. Премьер-министр Румынии господин Петро Гроза. Вице-премьер-министр иностранных дел господин Татареску. Министры господин Дэш и господин Войтек. У микрофона премьер-министр Румынии господин Петро Гроза заявил. Domnule comisar al afacerilor străine, iubiți prieteni, sunt fericit că am putut păși pentru întâia oară. Я счастлив, что сегодня впервые вступил на московскую землю. Свет идет с востока. Вместе с войсками Красной Армии армия нашей маленькой страны смогла, наконец, сражаться для победы над фашизмом и гитлеризмом и победить, чтобы выиграть мир. Мои мысли обращены к великому руководителю Советского Союза, главнокомандующему Красной Армии в прошедшей войне, генералиссимусу Сталину. Столица торжественно отпраздновала годовщину установления в стране демократического режима и перехода Румынии на сторону Советского Союза и Объединенных Наций в войне с гитлеровской Германией. На празднестве присутствовали представители советского военного командования, члены румынского правительства, руководители общественных организаций, представители духовенства. В этот день народ Румынии продемонстрировал горячую поддержку своего демократического правительства и его главы, премьер-министра Петра Гроза. В Софии состоялся многотысячный митинг по случаю восстановления дипломатических отношений между Советским Союзом и Болгарией. Выступая на митинге, болгарский министр иностранных дел профессор Петко Стайнов заявил:
Мы счастливы, что Советский Союз первым признал Болгарию Отечественного фронта. И мы верим, что вскоре последует признание Болгарии другими великими демократическими державами. Это первый в истории международный шахматный радиоматч. Советскую команду возглавил чемпион СССР гроссмейстер Ботвинник. Его заокеанский партнер, чемпион Америки Денкер, открывает игру ходом белых ферзевой пешкой. Ботвинник делает свой ответный первый ход d7, d5. Так на расстоянии 9000 километров между Москвой и Нью-Йорком по радио началась напряженная борьба сильнейших шахматистов Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Радиоаппаратная. Отсюда сделанные советскими шахматистами ходы передаются в эфир. На контрольных досках отмечается игра участников турнира. Турнирный зал. Здесь штаб этого необычного состязания. Здесь за 10 досками лучшие советские шахматисты. Гроссмейстер Смыслов. Гроссмейстер Болеславской. Гроссмейстер Флор. Гроссмейстер Котов. Гроссмейстер Бондаревской. Гроссмейстер Лилиенталь. Мастер Рогозин. Мастер Макогонов. И самый молодой участник этого матча, 20-летний мастер Бронштейн. На 26-м ходу чемпион Соединенных Штатов Америки Денкер сдался Ботвиннику. Международный шахматный радиоматч закончился блестящей победой советской команды со счетом 15,5, 4,5 в пользу шахматистов Советского Союза. В Москве на стадионе «Динамо» состоялись всесоюзные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта. Начальник Главного управления пожарной охраны НКВД СССР генерал-майор Богданов открывает соревнования. Положи нам! Соревнования начались. В 5 секунд бойцы сняли лестницу с машины. В следующие 10 секунд лестница установлена к окну 3-го этажа. Еще 10 секунд, и бойцы в 3-м этаже дома. Всего 25 секунд. Это новый всесоюзный рекорд. Победители бойцы Митюрин и Семин, Москва. В руках у них лестницы, называемые штурмовками. Задача – взобраться на верхний этаж. Это требует большой выдержки и ловкости. Боец Терентьев, Москва, устанавливает новый всесоюзный рекорд по штурмованию 25,5 секунды. На 100-метровой полосе препятствий боец при помощи лестницы-палки преодолевает 3-метровый забор. Затем 2-метровый забор.
проходит, сохраняя равновесие с двумя рукавами по бревну, соединяет рукава, ползком через мышеловку прокладывает рукавную линию. Пожарная эстафета. Всесоюзные соревнования частей пожарной охраны НКВД показали высокий уровень их боевой подготовки. Победителями эстафеты оказались бойцы сборной команды Московской ордена Трудового Красного Знамени пожарной охраны, занявшие во всесоюзных соревнованиях первое место. À Quéré-et-Ririer, vous avez pu remarquer que ces actualités sont sonores, il y a de la musique, mais il n'y a pas de commentaires. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une version internationale d'un film qui pourra être commenté en plusieurs langues. Ça veut dire que pour la première fois, les soviétiques vont donner à des images un commentaire en russe, en chinois, en polonais, etc. Ça veut dire que pour la première fois, on va voir en quelque sorte la bipolarisation de l'information s'organiser. D'un côté, des informations anglo-saxonnes dominées par les États-Unis, l'Angleterre et la France, et de l'autre, les activités soviétiques qu'on va retrouver dans tous les pays de l'Est. Et c'est peut-être un tournant, ce moment-là, parce que jusqu'à présent, on a déjà eu des documents muets. Mais ça, c'est parce qu'on avait perdu le son. Parce que là, il y a le son, mais il n'y a pas le commentaire. Alors, je vais, moi, commenter rapidement, mais le commentaire a été perdu. Alors, vous avez pu remarquer que il y a beaucoup de monde pour acclamer ces troupes soviétiques et que les drapeaux qui les acclamaient étaient des drapeaux nationalistes chinois et pas du tout communistes. Alors là, nous sommes dans la ville de Karbin, au nord de la Mandchourie, que les soviétiques occupent pour empêcher la jonction avec les communistes. Autrement dit, là nous avons des instructions à notre grand chef Staline, autrement dit, ces actualités, si vous voulez, traduisent l'accord qui vient d'être conclu entre les soviétiques et Chiang Kai-shek. Ici, nous voyons des prisonniers japonais faits par les soviétiques, désarmés. Leurs armes ont été saisies et ce qu'on sait, c'est que plus tard, ce sont les communistes, malgré tout, mais les civils communistes, qui vont les piquer et qui feront la guerre à Chiang Kai-shek grâce à ces armes. Vous remarquez un officier soviétique avec un civil chinois, encore des drapeaux nationalistes chinois ici. Il y a donc cette sorte de collusion à la suite de l'accord que je vous ai dit, entre la Chine nationaliste et l'Union soviétique contre Mao Tse-tung. Alors le deuxième sujet qui n'est pas commenté, c'est la parade qui a lieu à Berlin des troupes soviétiques qui commémorent la victoire sur le Japon. Alors c'est une cérémonie militaire de type classique. Mais, qui va-t-on voir, là, comme par hasard, Général Zhukov. Salut les Américains, les Anglais. Vous voyez Zhukov de face, avec une constellation de décorations. Et pourquoi Zhukov? Eh bien, d'abord parce que Zhukov, que voici, est le chef des armées soviétiques. En vérité, c'est Staline. Mais aussi parce que
on l'a oublié, en 1939, c'est Zhukov qui, avec des tanks soviétiques, a battu l'armée japonaise à la bataille de Nomonam. Et cette bataille, on l'a complètement ignorée en Occident, parce que nous étions en Occident en train de négocier avec les Russes, il y avait le pacte germano-soviétique, la guerre s'approchait, et cette victoire des tanks soviétiques sur les forces japonaises, nous l'avons complètement ignorée. Mais les Japonais ne l'ont pas ignorée, puisque c'est à cause de ça qu'ils ont préféré faire la guerre du Pacifique plutôt que la guerre à l'URSS. Voilà Zhukov, donc, qui fête donc, encore une fois, la victoire ici sur le Japon. On a vu le général Patton et un défilé de chars impressionnant. Alors voilà maintenant un autre sujet qui porte sur un grand marché en Ukraine. Un marché riche de victuailles comme il y en aurait dans les films américains. Mais en fait, à cette date-là, la pénurie n'avait pas encore atteint l'URSS puis la Russie comme 10 ans, 20 ans et 30 ans plus tard. Au fond, la situation alimentaire n'a cessé de se dégrader depuis 1950, 45-50. Alors, c'est ce qu'on appelle un marché kolkhozien, c'est-à-dire que ce sont des victuailles qui proviennent des lots particuliers des kolkhoziens. Or, ces lots qui faisaient 1% de la terre produisent 55% de la production. C'est-à-dire que les terres collectives, personne ne les cultivait. Le sujet suivant nous met en Bachkirie. La Bachkirie est une république à l'intérieur de la Fédération de Russie, comme la Tchétchénie, sauf que la Tchétchénie est sur les bords et donc revendique son indépendance, alors que la Bachkirie est en plein centre, puisque c'est près de l'Oural, dans la région d'Orenbourg, et ces Bachkirs, qui sont des Turcs, ont pour principaux ennemis les Tatars de Kazan, et bien sûr, les Russes ont joué des Bachkirs contre les Tatars et des Tatars contre les Bachkirs. Mais comme il y a 45 à 50% de Russes dans la région, il est douteux qu'elle essaye de faire vraiment sécession. Enfin, on a un match de football avec une musique qui va surprendre et qui montre que les Russes n'ont jamais été anti-américains. C'est le régime, mais pas les habitants.
Akira-Hirie, vous avez remarqué, comme moi, que dans la signature de l'armistice, ou plutôt de la capitulation du Japon, il y avait un officier soviétique. Et vous savez que les soviétiques pensaient obtenir une zone d'occupation au Japon, même, et plus précisément Hokkaido, une partie d'Hokkaido, le nord d'Hokkaido. Et puis alors finalement, Truman a dit non, il n'y a pas de raison. Staline a discuté. Il a dit, mais voyez, en 1919, les Japonais ont occupé un morceau de Sibérie, donc nous devons occuper un morceau de Japon. Et puis, il n'a pas insisté, Staline, là-dessus, il n'a pas insisté. Mais il a fait une deuxième offensive à propos des îles Kouriles, toujours ces îles Kouriles dont on parle encore aujourd'hui. Il était entendu, depuis Yalta, que les îles Kouriles seraient japonaises, seraient russes, soviétiques, en cas de victoire. Alors, Staline a dit, écoutez, puisque les îles Kouriles sont soviétiques, nous sommes bons camarades, nous vous offrons à vous, Américains, le droit d'avoir des bases navales dans les Kouriles pour surveiller le Japon. Ah, a dit Truman, c'est sympathique ça. Oui, mais en échange, nous demandons, nous, d'avoir des bases dans les Aléoutiennes et en Alaska. Alors là, évidemment, les Américains ont trouvé que c'était trop, sous fil. C'était beaucoup trop. Et finalement, ça s'est arrêté là, mais l'URSS a quand même annexé, comme vous le savez, les Kouriles, qui est un objet de discussion depuis 1659 avec le Japon. Alors moi, je voudrais vous demander, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cet ancien expansionnisme territorial soviétique, et aujourd'hui, comment les Japonais voient la présence soviétique dans ces régions, le comportement de la Chine, etc. C'est une partie très importante de la Seconde Guerre mondiale. Le fait que l'Union soviétique déclarait la guerre le 8 août. Donc une semaine, en fait. Et comme on l'a pu le voir, ils sont arrivés en Mandchourie, et c'est là où les batailles ont été les plus importantes entre l'URSS et le Japon. Et là, il y a eu reddition du Japon et à Harbin, et les Chinois étaient contents de voir les Russes arriver, même si les Chinois allaient se battre entre eux, ultérieurement, entre nationalistes et communistes. Et les Russes aidaient au départ les nationalistes. Il y avait eu un accord le 14 août entre Chiang Kai-shek et Staline, c'est-à-dire que l'URSS devait reconnaître le régime nationaliste de Chiang Kai-shek en tant que gouvernement de la Chine. Mais il donnait en même temps des armes prises aux Japonais, aux communistes chinois. Et ça a été utilisé contre les nationalistes. Ça, c'était un côté de l'histoire. Puis ensuite, il y a le problème des Kouriles, de Sakhaline aussi. Et l'URSS voulait réoccuper le sud de Sakhaline, que le Japon avait obtenu en 1905 de la Russie. Et les Kouriles et le gouvernement japonais aujourd'hui considèrent que ça a été pris de manière totalement illégitime par les Russes. En 1975, les Russes ont pensé qu'ils pourraient occuper toutes les îles Kouriles, et ils continuent à les occuper d'ailleurs. Et donc, il y a un conflit qui date du 19e siècle, qui n'est pas terminé. C'est une histoire toujours en suspens, si je puis dire, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, à l'époque, comment a-t-on vu l'avenir de la Chine dans ce conflit? L'avenir de la Chine, après l'entrée en guerre de l'URSS et l'entrée des forces soviétiques en Mandchourie est très intéressante et compliquée en même temps, parce que certaines forces japonaises, après avoir été désarmées, sont vues demander par Chiang Kai-shek de lutter avec lui contre les communistes chinois. Et il y a eu des forces japonaises qui sont associées avec les nationalistes, alors que d'autres étaient avec les communistes. Et entre 1945 et 1949, vous aviez d'anciens soldats japonais qui étaient des deux côtés de la guerre chinoise. Et il y a un aspect beaucoup plus tragique encore, c'est-à-dire que les civils japonais qui avaient été envoyés en Mandchourie dans les années 30, dans les années 40,
et qui devaient être envoyés au Japon, un grand nombre d'entre eux ont eu beaucoup de mal à sortir de Mandchourie pour aller en Corée et ensuite arriver au Japon. Il y en a un certain nombre qui ont abandonné l'idée et les enfants sont toujours là-bas et ces orphelins, disons, ont été adoptés par les Chinois et il y a encore beaucoup d'orphelins japonais qui ont peut-être 50, 60 ans maintenant, qui essayent toujours de rentrer au Japon. Il y en a beaucoup qui vivent en Chine. Et il y a énormément de choses que l'on pourrait raconter sur la Mandchourie. Et il me semble que c'est là où vraiment la guerre a repris entre les Chinois. Donc, il y a eu des batailles très importantes entre les communistes et les nationalistes, jusqu'à ce que les communistes gagnent en fin de compte et, disons, éliminent les nationalistes en 1947 de Mandchourie. Et c'est le début de la fin des nationalistes chinois. Et alors, j'ai une deuxième question à vous poser, toujours sur cette période. Au moment où nous sommes, c'est-à-dire au début de septembre, quelle marque la bombe atomique et la défaite ont laissé sur l'esprit des Japonais et comment ça a évolué? Je crois que la bombe atomique est très importante, non seulement parce que cela a mis fin à la guerre et cela a accéléré le processus de fin de la guerre. Les deux bombes, plus l'entrée en guerre de l'URSS, a rendu impératif pour l'empereur et pour les autorités japonaises d'arriver à la fin de la guerre, parce qu'ils ne savaient pas combien de bombes avaient encore les États-Unis. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'ils n'en avaient que 3. 2 avaient été lancées. Mais la troisième aurait pu être lancée aussi. Mais on pensait qu'il y en avait beaucoup plus au Japon. Et les Japonais se disaient que s'ils ne capitulaient pas, il y aurait d'autres bombes qui seraient lâchées sur le Japon. Donc, incontestablement, les bombes atomiques ont mis fin à la guerre. Mais en même temps, cela a créé, disons, l'âge du nucléaire, la période nucléaire. Et depuis 1945, on ne peut pas séparer l'histoire de ces bombes de l'histoire des armes nucléaires, de la guerre nucléaire possible, de la course au nucléaire. C'est donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le début d'une époque nouvelle. Et du fait de cette terreur qui représentait l'arme atomique, il n'y a pas eu de guerre nucléaire finalement. Les États-Unis, l'Union soviétique, d'autres pays même disposaient d'armes nucléaires et il était impératif que l'on évite de se lancer dans une guerre atomique. Et même s'il y a eu des millions de gens qui sont morts dans d'autres guerres depuis 1945, il n'y a pas eu de mort due à l'utilisation d'armes nucléaires depuis 1945. Ça, c'est le bon côté des choses, disons, si je puis dire. Ça a été tragique pour les gens de Nagasaki et d'Hiroshima, bien sûr, mais on n'a plus utilisé l'arme atomique ni fait de victimes avec l'atome depuis. C'est un point très important dans l'histoire. Merci, Akira Irie, de votre témoignage et de votre analyse. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités françaises puis britanniques.